Le 18h, toute l'actualité politique et parlementaire de ce mercredi 7 octobre. Voici les titres. L'utilisation du portable interdit dans les écoles et les collèges. Mesures de précaution pour la santé des enfants votées tout à l'heure par le Sénat dans le cadre de la loi sur le Grenelle de l'environnement. Des charters pour reconduire dans leur pays des Afghans sans papier. Éric Besson confirme la mesure sans préciser la date du premier vol. Débat dans ce journal sur une mesure qui indigne à gauche. Le nouveau départ du PS, selon Martine Aubry, qui réfute l'idée d'un parti sclérosé et éclaté. La première secrétaire affiche une légitimité renouvelée. Quand les sénateurs font de la résistance face à la ministre de la Justice, ils ont obtenu aujourd'hui le rétablissement du principe de l'encellulement individuel pour les détenus, contre lequel s'était élevé Michel Alliot-Marie. Les sénateurs de droite ont donc joint leur voix aujourd'hui à celle de leurs homologues de gauche des deux assemblées. Marie Brémaud. Députés et 7 sénateurs réunis pour débattre une ultime fois de l'encellulement individuel des détenus. L'Assemblée nationale avait supprimé le principe voté par le Sénat dans le cadre du projet de loi pénitentiaire, préférant laisser aux prisonniers le libre choix. Une décision qui avait provoqué la colère de certains sénateurs. Quel est le libre choix du détenu ? Selon l'endroit où il est incarcéré, il n'y a pas la possibilité, s'il le demande à corps et à cri, de lui proposer une cellule individuelle. Donc il va demander son transfert. Est-ce qu'il aura son transfert? On n'en sait rien parce que ça dépend des possibilités qu'il y a ailleurs. Donc ce n'est pas crédible. Mais aujourd'hui, et ce contre la volonté de la garde des Sceaux Michel Alliot-Marie, jugeant la mesure inapplicable, les parlementaires devraient réaffirmer ce principe. Je pense effectivement que les collègues députés et sénateurs vont choisir de laisser vivre le principe de l'encellulement individuel, qui est d'ailleurs un principe que nous avons cette fois une chance de concrétiser avec les constructions du programme Perben qui porteront en 64 000 le nombre de places disponibles. 5 ans, c'est le délai que laissent les parlementaires à l'exécutif pour mettre en œuvre ce principe d'un détenu par cellule. Une mesure qui ne résout pas à elle seule la problématique carcérale. La solution à la réinsertion, c'est par le travail, par le réapprentissage de valeurs évidemment essentielles, le calcul, l'écriture, etc., plutôt que de rester à tourner en rond dans une cellule, même seule. En moyenne, le taux d'occupation des maisons d'arrêt en France est de 120%. L'UMP a obtenu aujourd'hui les présidences des 2 nouvelles délégations permanentes du Sénat. Alain Lambert rafle les collectivités locales que réclamaient les radicaux au nom du pluralisme. Joël Bourdin, la prospective. Mesure de précaution votée par le Sénat dans le cadre du Grenelle 2 de l'environnement. L'interdiction de l'usage du portable dans les écoles et les collèges. Explication tout à l'heure dans l'hémicycle de la secrétaire d'État à l'écologie, Chantal Jouanneau. Cet amendement, cette disposition d'interdiction de l'usage du téléphone portable jusque dans les collèges a été adoptée à l'unanimité dans la commission. Et ça répond effectivement à des préoccupations qui sont des préoccupations sanitaires. Et Luc Châtel a clairement dit lui aussi qu'il était tout à fait favorable et qu'il prendra donc les dispositions pour faire respecter cette interdiction. À suivre donc pour savoir comment cette interdiction pourra effectivement être appliquée dans les écoles et les collèges. Le ministre de l'Agriculture a dû rebrousser chemin à son arrivée au sommet de l'élevage de Clermont-Ferrand. Hué, Bruno Le Maire a toutefois maintenu son discours un peu plus tard dans l'après-midi. Frédéric Mitterrand, ciblé par Benoît Hamon sur le thème du tourisme sexuel. Le porte-parole du PS juge choquant le livre publié il y a 4 ans par le ministre de la Culture. Dans La mauvaise vie, Frédéric Mitterrand ne cachait pas son penchant pour les jeunes garçons durant ses voyages. Si c'est un honneur d'être traîné dans la boue par le Front National, c'est une honte pour la gauche de faire de même, a répliqué le ministre de la Culture. Le philosophe Alain Finkielkraut sera notre invité dans un instant pour réagir à l'arrestation de Roman Polanski et aux polémiques annexes en France. La première secrétaire du PS a montré qu'elle avait désormais les coups des franches après le vote des militants en faveur de la rénovation. Martine Aubry s'est exprimée lors d'une conférence de presse rue de Solferino que vous avez pu suivre sur notre antenne. On l'écoute. Le visage du Parti socialiste ne sera plus le même. Et aujourd'hui, cette rénovation, elle ne peut pas ne pas être réalisée. Nous allons la faire. Elle est irrémédiable. Et je crois que c'est très important. Nous ne retrouverons notre crédibilité, nous qui avons perdu beaucoup d'élections au niveau national, que si nous étions capables d'être profondément rénovés et d'être à l'avant-garde de la démocratie politique dans notre pays. Voilà Martine Aubry qui annonce par ailleurs le retour de Laurent Fabius et Bertrand Delanoë dans la direction du parti. Je vous rappelle que Pierre Moscovici
sera notre invité tout à l'heure à 19h dans le cadre de Face à nous. Il est justement chargé d'une convention de la rénovation. Le langage vert d'Alain Juppé ce matin, dans Sud-Ouest, on se fout du monde, lance-t-il, au sujet de la réforme de la taxe professionnelle qui va peser sur les finances des collectivités locales. C'est le premier débat du 18h. Oui, non à ces charters pour renvoyer à Kaboul les Afghans arrêtés ces dernières semaines dans le Calaisis. Le ministre Éric Besson a confirmé aujourd'hui que la mesure sera bel et bien appliquée. Oui ou non à ces vols groupés, donc c'est le premier débat du journal. Plus de 700 votants actuellement sur le nouvelops.com, 64% de non, 32% de oui. Vous continuez à voter avant le débat avec nos deux invités. Le point sur l'annonce d'Éric Besson avec Sandra Cerquera. En 2008, la France avait refusé de participer avec l'Angleterre au renvoi de 450 Afghans. Hier, nouvelle reculade, plus temporaire cette fois, mais Éric Besson confirme que ce n'est que partie remise. Il y aura bien des expulsions. Pour envoyer un message aux passeurs qui est un message de fermeté, oui, la France reconduira à la frontière dans les 12 nationalités qui sont représentées dans le Calaisis. Sous réserve, je l'ai dit depuis le premier jour, première minute, qu'un certain nombre de conditions soient remplies, que nous puissions être certains que les personnes soient en sécurité lorsqu'elles arrivent à Kaboul, que deuxièmement, il y ait la possibilité d'une aide à la réinstallation. Pour les défenseurs des migrants, ces conditions sont irréalistes. Comment parler de sécurité dans un pays en guerre comme l'Afghanistan? Expulser n'est pas selon eux la solution, d'autant plus que depuis 2001, une directive européenne permet la protection temporaire de ceux qui fuient leur pays en trouble. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une convention européenne des droits de l'homme qui existe aujourd'hui et qui dit dans son article 3 que nul ne peut être soumis à des traitements inhumains, dégradants, à la torture et que le droit à la vie existe. Ce soir, le Parti socialiste et les Verts dénoncent un projet scandaleux et réclament des explications à Nicolas Sarkozy. Alors, en attendant d'éventuelles explications du chef de l'État, le débat se prolonge sur notre plateau avec nos invités, la sénatrice verte de Paris, Halima Boumdienne-Thierry, bonsoir, et Robert Delpicka, sénateur UMP, vous représentez les Français installés hors de France. Alors, est-ce que, oui ou non, vous approuvez ces vols groupés pour les Afghans? Madame la sénatrice. Ben, évidemment que je trouve ça scandaleux. Mais scandaleux parce que d'une part, on est complètement contraire à la Convention européenne des droits de l'homme, que l'on n'est pas sans savoir qu'à Kaboul et en Afghanistan, il y a la guerre, et que nous allons envoyer à la mort ces personnes. Monsieur le sénateur. Oui, enfin, c'est pas si simple que ça, parce que c'est trop facile de dire on ne peut pas envoyer d'un pays en guerre. Et ma collègue sait très bien, et nous travaillons ensemble pour faire des rapports justement sur l'immigration. Nous sommes allés à Calais ensemble. Absolument. Et donc nous connaissons un peu le problème. C'est pas si simple parce que il faut être clair. Il y a tout ce qu'on veut sur le plan international, tout ce que l'on veut, mais il y a deux choses. L'immigration légale. Pour cela, la France doit être généreuse. Et là, je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est qu'on n'est pas là devant un problème d'immigration. Si. On est là devant un problème de réfugiés, de demandeurs d'asile. Ce ne sont pas des migrants. Allez, c'est autre chose. Je voudrais terminer parce qu'il faut bien expliquer ce qu'il en est exactement. Et puis, il y a l'immigration illégale. Et là, il faut être clair. Il faut, et là, j'insiste beaucoup là-dessus, et je pense qu'on pourrait être d'accord là-dessus. Il faut donner un signe très très clair à tous les passeurs. Parce que c'est ça qui est très dangereux. Écoutez, je crois que dans la région de Calais, on a arrêté plusieurs centaines de passeurs. Mais le problème, tu le sais très bien, on ne règle pas le problème des passeurs avec cette solution. Au contraire, on va renvoyer dans un coin d'Europe, puisque la Convention de Dublin nous dit qu'il fallait renvoyer dans le premier pays d'arrivée. Donc on va renvoyer dans le premier pays d'Europe où ils sont arrivés. Souvent d'ailleurs par la Grèce ou par l'Italie. Donc ils vont faire des périples. À Kaboul, là, aujourd'hui. Oui, mais attendez, là justement, ils vont faire des périples entre la Grèce et l'Italie et les passeurs vont faire tout bénef, je veux dire, parce qu'ils vont reprendre leurs clients à plusieurs reprises. Il faut arrêter de dire qu'on renvoie comme ça n'importe quoi et n'importe comment. N'importe qui, n'importe comment. C'est pas du tout comme ça. Les personnes, les Afghans qui ont été arrêtés à Calais, interpellés à Calais, on leur propose différentes choses. On leur propose d'abord de demander l'asile. Bon, ceux qui y ont,
pour la plupart, refusé. Oui, mais pourquoi ils refusent? Parce qu'il y a Dublin. Et que Dublin leur dit, vous devez demander l'asile dans le premier pays où vous êtes arrivé. La Grèce ne donne pas le droit d'asile. Bon, allez, je peux continuer. On leur demande de demander l'asile en France et pas en Grèce. Beaucoup refusent. Pourquoi ils refusent? Parce que leur passeur leur dit, mais attendez, ça n'a pas marché hier, ça n'a pas marché il y a 3 jours, mais ça va marcher pour aller en Angleterre. Non, ils refusent. On a un camion qui t'attend, etc. On leur refait payer encore 1 000 €. Vous savez que les sommes pour venir jusqu'à Calais, certains ont payé jusqu'à 12 et même 15 000 €. Il faut bien être. Mais tu as raison, il faut bien savoir. Mais alors, le problème, c'est qu'on n'a pas réglé le problème des passeurs. Voilà, le problème des dames dans l'Assemblée au Sénat, c'est qu'elles ne sont pas nombreuses, mais elles ne prennent la parole. Un peu de vivacité parce que nous sommes convaincus que le problème passeur n'est pas réglé par l'expression. Revenons au vol groupé. D'abord, on leur demande le droit d'asile. Donc on leur demande de demander l'asile. Ils ne veulent pas le demander. On leur fait d'autres propositions. On leur demande, ils peuvent exercer tous leurs droits. Ça, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas critiquer comme ça. Et on leur dit, par exemple, ils ont le droit au retour. On leur donne des sommes d'argent pour s'installer. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. Il y en a 180 à 200 qui l'ont fait récemment. Est-ce que vous estimez effectivement, comme le dit Éric Besson, qu'on peut assurer aux personnes qu'on va renvoyer la sécurité à Kaboul? Parce qu'il y aura des gens du ministère de l'Immigration sur place. On le sait. Ouais. Mais écoutez, donc on peut pas envoyer. Il y a des gens qui vivent à Kaboul et qui ne sont pas, comme vous dites. Mais non, on ne va pas exécuter les gens qui reviennent à Kaboul. C'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Tous ceux qui ont vous ne pouvez pas affirmer quelque chose comme ça. Ils ne sont pas partis de bon cœur. Ils sont partis parce qu'ils ne voulaient pas participer à cette guerre. Mais tout le monde le sait pourquoi les gens partent d'Afghanistan et d'autres pays. Il y a ceux qui partent parce qu'ils sont dans un pays de conflit. Est-ce qu'ils sont partis en raison de la guerre? Mais la majorité, oui. La majorité. Qu'est-ce qu'on leur demande? Qu'est-ce qu'ils veulent? Même pas tout, pas uniquement. Pas uniquement en raison de la guerre. Écoutez. Mais non, ils veulent aller en Angleterre, tous ces gens-là. Avec des associations de jeunes Afghans. Ils veulent aller en Angleterre. À Paris, dans le 10e arrondissement et ailleurs. Et on les rencontre, tous vous le disent, ils fuient la guerre. Je parle des Afghans. D'abord, il n'y a pas que les Afghans. Ils fuient la guerre, ils fuient les talibans. Il y a les Irakiens, il y a tous les Éthiopiens, etc. Oui, mais lorsque le ministre parle de charter pour les vols retour, il ne parle pas seulement des Afghans, il parle de tous les pays. Le ministre a parlé de vols groupés pour Kaboul. Oui, non, ça c'était. D'autres suivront peut-être. Le vol de Kaboul n'a pas eu lieu. Et pourquoi il n'a pas eu lieu? Tu le sais. Il n'est pas prévu. Il n'a pas eu lieu parce que la Cour européenne des droits de l'homme l'a annulé. Monsieur Delpicka, parce que la Cour européenne l'a annulé. Je vous rappelle quand même que ces vols sont organisés par le ministère français, le gouvernement français. Oui. Par le gouvernement du pays d'accueil où on va renvoyer les gens, si on les renvoie, et par le Haut Commissariat aux réfugiés, qui est partie prenante de cet accord. Monsieur Delpicka, vous avez des informations. On ne fait pas quelque chose qui est... Monsieur Delpicka, vous avez des informations. Monsieur Delpicka, je pose une question. Vous avez des informations. Vous dites effectivement que ce vol n'a pas eu lieu. Oui, ça, on l'a tous constaté. Mais est-ce qu'il va vraiment avoir lieu? Pour l'instant, non. Il n'est pas prévu pour l'instant. Il n'est pas prévu. Toujours pas programmé. Voilà une information. Est-ce que par ailleurs, vous êtes choqué ou non par l'idée de reconduite? Attendez, ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas lieu ou qu'il y aura des vols qui auront lieu dans d'autres pays. Est-ce que par ailleurs... Mais je rappelle encore que c'est fait avec le Haut Commissariat aux réfugiés, le gouvernement et le gouvernement du pays. Toutes les garanties sont prises par ailleurs. Le poisson. Vous avez bien cité ce que M. Besson a dit. Il n'y aura pas de vol cette fois-ci, mais on peut envisager d'autres vols. Évidemment, lorsque toutes les procédures auront été utilisées. D'ailleurs avec les Britanniques. C'est une opération conjointe. Donc d'une part, on est face à deux interdictions de la Cour européenne. Les vols groupés et les risques que l'on fait encourir à toutes ces personnes qui vont repartir en Afghanistan. C'est un risque de vie et de mort. Et la question se pose, à la suite de ce que vous dites d'ailleurs, monsieur le sénateur, est-ce qu'il faut accorder, par exemple, le droit d'asile à tous les Afghans qui débarquent en France et en Europe? Écoutez, lorsqu'ils arrivent en France, mais il n'y en a pas beaucoup, et ceux qui sont là, on les a vus à Calais. Ils ne veulent pas demander le droit d'asile en France. Les pauvres partent déjà dans les pays qu'il y a autour. Vous le savez. Ce sont ceux qui ont un peu les moyens qui arrivent en Europe. Il faut le savoir. Ils vont où alors? Parce qu'ils vont en Iran, ils vont au Pakistan, ils vont ailleurs. On n'a pas à gérer ça pour l'instant, c'est pas notre problème. Est-ce que la dimension... C'est parce qu'on n'en a pas beaucoup. Et c'est la lutte contre les passeurs. Ça représente quoi? Ça représente une centaine de personnes. Ne parlez pas les deux en même temps. Soyez humanistes. Alors, terminez, monsieur et madame ensuite. Ce que vous savez peut-être pas, mais que ma collègue sait, c'est que
C'est une vraie criminalité internationale qui se développe. Vous savez que les passeurs étaient des gens qui avant faisaient du trafic de drogue. Pourquoi on ne met pas les passeurs dans les avions ? Ça rapporte plus de faire passer des esclaves, parce que c'est comme ça qu'il faut les traiter, et c'est vrai. Vous savez, on a interviewé, elle était là ensemble, on a interviewé à Calais une Éthiopienne qui était là avec ses enfants. Et comment elle est venue ? Elle est venue par une société de voyage ou un truc comme ça qui est arrivée en fraude. On lui a pris son passeport et on lui a fait payer de l'argent. Et j'ai dit comment ça va se passer ? Une fois en Angleterre, on me fera travailler et je rembourserai. Donc c'est de l'esclavagisme moderne, c'est de l'esclavage de cible. C'est de l'esclavage moderne. Bien sûr qu'on se trompe. On se trompe de cible parce que c'est criminel, c'est vrai criminel. Oui, les passeurs. Il faut arrêter cet esclavage moderne. Voilà, c'est vrai criminel, ces passeurs, on ne les arrête pas. Il faut donner des signes clairs. Au contraire, on leur donne si des dans un pays, on sait qu'arrivé en France, on risque de retourner et non pas aller en Angleterre, parce que tout le monde pense qu'ils iront en Angleterre. C'est la seule raison pour laquelle ils sont en France. Ils veulent aller en Angleterre, ils veulent pas venir en France. Et pourquoi est-ce qu'on fait le travail à la place des Anglais ? Bah écoutez, allez voir les Anglais, arrangez-vous avec eux pour le faire. Les Anglais ne veulent pas. Pourquoi c'est nous qui serions obligés de protéger la frontière de la Grande-Bretagne ? Dernière question. Est-ce que, globalement, vous approuvez l'idée de reconduite à la frontière groupée ? Non, absolument pas. Mais moi, je l'accepte dans la mesure où tout a été épuisé. Toutes les procédures ont été épuisées jusque-là. Et dans le cadre de l'accord avec le Haut Commissariat aux réfugiés. Vous savez, moi je suis non seulement humaniste, mais en même temps démocratique. C'est-à-dire que je respecte ce que la Cour européenne a décidé. Et la Cour européenne dit que c'est interdit. Alors respectons ce que la Cour européenne a dit. Mais on verra ce qui se passera quand le Haut Commissariat aux réfugiés donne son accord, les deux pays donnent leur accord. Eh bien, on en arrivera peut-être là. J'espère que non. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Mais on ne peut pas l'exclure. Il faut que les passeurs, et je reviens là-dessus, et on n'en parle pas assez, mais on ne règle pas le problème des demandeurs d'asile. En partie, oui. Au lieu de renvoyer, commençons à se poser la question, qu'est-ce que l'Europe peut faire pour eux ? Allez, voilà une divergence claire. Et ce sont des pauvres gens qui sont des esclaves à cause de ces passeurs. Allez, merci pour ce débat passionné. Nous rejoint maintenant Alain Finkielkraut. Nous allons aborder un tout autre sujet. Nous allons parler de l'affaire Polanski. Les autorités suisses, vous le savez, hier, se sont opposées à une remise en liberté du cinéaste qui est détenu maintenant depuis 10 jours sur mandat américain. Le ministère de la Justice estime en Suisse qu'il y a un grand danger de fuite. La polémique reste vive et vise aujourd'hui Frédéric Mitterrand. Le ministre de la Culture avait eu des mots très durs pour le visage de l'Amérique qui fait peur. Il est aujourd'hui ciblé par Benoît Hamon. Le porte-parole du PS s'est dit choqué par la confession de Frédéric Mitterrand sur son tourisme sexuel dans le livre publié en 2005, La mauvaise vie. L'affaire donc est aussi celle de Frédéric Mitterrand, estime Benoît Hamon, qui reprend les arguments du Front National. En tous les cas, il est attaqué sur ce thème-là par l'UMP, par Xavier Bertrand et également par Frédéric Mitterrand lui-même. Donc 3 questions à Alain Finkielkraut. Voilà, Alain Finkielkraut est avec nous, il s'installe dans ce studio, merci de nous rejoindre. Vous avez des choses à nous dire sur cette polémique qui vise d'abord donc Roman Polanski, mais ce qui vous a marqué également bien sûr, c'est ces rebondissements français de cette polémique avec, je viens de le dire, les critiques qui sont adressées à Frédéric Mitterrand. Oui, enfin, je suis, depuis le début de cette affaire, plongé dans l'épouvante. Avec l'Internet, en Angleterre, en France, aux États-Unis, la planète découvre un visage hideux. On veut la peau d'un violeur de petite fille. Voilà ce qui se dit partout et ce qui est relayé par une classe politique en proie à la folie, puisque cela va de Marine Le Pen à Daniel Cohn-Bendit. Là, je parle de Polanski. Oui. Alors, rappelons quand même les faits qui sont connus depuis toujours, depuis 1978. Polanski a été accueilli en France, il a obtenu la Palme d'Or à Cannes pour le pianiste, on savait ce qu'il en était. La plaignante dit qu'elle a été forcée à un rapport sexuel. Polanski dit qu'il a eu un rapport sexuel avec une mineure, mais ce n'était pas une enfant, c'était une adolescente qui avait déjà une vie sexuelle, qui avait un petit ami reçu chez elle par sa mère
et son compagnon, une adolescente qui était mannequin, qui posait pour Vogue Homme et qui posait dénudée, qui n'a jamais demandé de procès, qui était d'accord pour des réparations financières et qui a depuis longtemps accordé son pardon à Roman Polanski. Voilà ce qu'on sait de ce qui s'est passé. Et tout d'un coup, le réflexe anti-pédophile, qui est tout à fait légitime en lui-même, aligne le comportement de Polanski sur celui des violeurs, voire des assassins, puisque nous sortons d'une semaine où un homme récidiviste a tué une joggeuse. Oui. Et Daniel Cohn-Bendit l'invite à se faire soigner et nous explique que mai 68 n'a jamais été permissif envers, dit-il, les violeurs de petites filles. Je n'ai jamais été, moi, personnellement, je n'ai jamais eu que de la méfiance pour les 68 tard, ou plutôt les 68 tardifs. Ce n'est plus de la méfiance. Aujourd'hui, c'est du mépris. Et j'ai peur que les lyncheurs, car il s'agit de lynchage, et demain la gueule de bois quand Polanski sera extradé et qu'il sera condamné comme Madoff à finir ses jours en prison, parce que voilà la menace qui pèse sur lui. La menace qui pèse sur lui aujourd'hui. Il faut quand même, on nous dit, il a fui la justice. Un accord avait été passé en 1978 avec le juge. Au terme de cet accord, Polanski devait subir une mise à l'épreuve parce qu'il avait déjà fait 45 jours de prison avec toute une batterie de tests et d'examens qui avaient conduit à conclure à sa non-dangerosité. Il n'était pas du tout un pervers sexuel. Mais le juge avait convoqué les avocats pour proposer toute autre chose. Et c'est ce qu'il a fait fuir. De lynchage, Alain Finkielkraut, parce qu'on a plutôt eu l'impression au début qu'il y avait une mobilisation pour Roman Polanski. Est-ce que ça n'est pas d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui? Vous parlez de lynchage, le contre-coup de cet excès d'indignation qui a pu suivre. On a eu l'impression qu'il devait bénéficier d'une sorte d'immunité artistique. L'immunité artistique, il faut bien dire les choses. Si Polanski n'était pas l'artiste qu'il est, il ne serait pas poursuivi. Il est poursuivi non pas, si vous voulez, sa qualité d'artiste, en l'occurrence, n'est pas un privilège, c'est un handicap. Et le juge actuel, il faut quand même se rappeler qu'aux États-Unis, les procureurs sont élus. Donc il a besoin de flatter son opinion. Il a besoin aussi de justifier les dépenses extraordinaires occasionnées par cette affaire. Donc, s'il ramène Polanski, c'est, excusez-moi l'expression, pour se le faire. Et sur Internet, ce qui se défoule aujourd'hui, c'est précisément le ressentiment démocratique contre les artistes. Pour qui se prennent-ils? On entend même, on lit même des arguments qui nous disent, voilà, ces mêmes artistes qui veulent mettre en prison les jeunes ou les enfants qui téléchargent illégalement leurs œuvres sacro-saintes, en plus les violent. Si vous voulez, donc il y a une haine anti-artistique, un côté, on va prendre notre revanche sur ces gens-là. Et puis quand même, Polanski a une histoire. Il faut quand même le dire. Cet homme est un rescapé du ghetto de Cracovie. Sa mère a été emportée, déportée, est morte en déportation. Il a connu l'horreur du communisme. Il a connu la grande tragédie américaine de l'assassinat de Sharon Tate. Il a une œuvre dont la France en est fait son honneur, que ni son œuvre, ni son histoire ne comptent, et que se déchaîne une telle cruauté. Je dois dire que j'en suis absolument retourné. Et s'il y a des gens de bonne foi qui se laissent abuser, eh bien, qu'ils regardent les faits. Et à ce moment-là, peut-être se réveilleront-ils et cesseront-ils de parler de pédophilie là où celle-ci n'a strictement rien à voir. Sans parler de pédophilie, avoir des relations sexuelles avec une mineure de 13 ans aux États-Unis, ça reste un crime d'ailleurs imprescriptible. Est-ce que quand même les autorités françaises, Bernard Kouchner, Frédéric Mitterrand n'ont pas été renvoyés dans leur corps par Hillary Clinton qui a dit « Mais attendez, vous vous trompez en France ». C'est l'histoire de la justice américaine. C'est peut-être l'histoire de la justice américaine. Mais d'abord, on ne peut pas jouer comme ça avec l'imprescriptibilité, si vous voulez. On ne va pas sortir du XXe siècle en pensant qu'il y a des grands criminels contre l'humanité, comme Staline, comme Hitler, comme Pinochet et comme Polanski. Donc, vous voyez, parce que puisque c'est imprescriptible, c'est un crime contre l'humanité. D'une part, et d'autre part, la justice américaine présente des failles considérables. Le persecuting spirit dont parle Philippe Roth, l'esprit de la persécution, on l'a vu dans l'affaire Levinsky, on le voit
se développer aujourd'hui. Et je rappelle que les juges sont élus, c'est-à-dire ils sont tributaires d'une opinion publique extrêmement volatile et extrêmement violente. En tous les cas, il reçoit peu de soutien du côté d'Hollywood, Alain Finkielkraut. Il reçoit le soutien de Woody Allen, il reçoit le soutien de Martin Scorsese, de David Lynch. Les gens ont peur. Mais qu'est-ce que vous croyez? Moi-même, j'ai été victime de lynchage. J'ai peur de le soutenir. J'ai peur parce que, bien entendu, ça va créer du dissensus. A fait preuve de courage. La preuve, ce qu'il prend sur la figure. Mais voir cette union sacrée contre lui et contre Polanski. D'ailleurs, l'UMP proteste, mais il y a des sénateurs UMP qui hurlent avec les loups aujourd'hui. C'est un spectacle absolument terrifiant. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent draguer les internautes? C'est ça? Ils en sont là. Quelle tristesse. Et quand vous voyez Benoît Hamon, effectivement, reprendre des arguments contre Frédéric Mitterrand, sur la base de ses écrits, les arguments qu'avait utilisés en premier Marine Le Pen. Je pense que la crise du Parti socialiste, la crise idéologique, la crise morale du Parti socialiste, parce que c'est une affaire de morale, est une crise terminale. C'est tout ce que j'ai à penser. Une crise terminale? Oui, c'est une crise terminale. Ou alors vraiment, il faudrait un sursaut qu'on ne voit pas venir. Bien, écoutez, aujourd'hui on a entendu Martine Aubry dire que le sursaut était arrivé, que c'était la rénovation historique du Parti socialiste qui était engagée. Si le sursaut c'est Benoît Hamon et ce genre de déclaration, c'est sûr qu'avec un Parti socialiste pareil, on n'a pas besoin de Front National. Eh bien, dites-moi, merci Alain Finkielkraut. Vous avez cité Philippe Roth, vous en parlez bien sûr, vous vous inspirez de lui notamment dans votre livre qui connaît un très grand succès, d'abord un succès critique, Un cœur intelligent. À travers vos souvenirs de la lecture de 9 romans, vous expliquez comment la littérature permet elle seule de comprendre le monde. Elle vous sert. Pas forcément elle seule, mais elle aide à appréhender la singularité des cas, à ne pas laisser le particulier se laisser dévorer par les idées générales, et on devrait s'en souvenir à propos du cas Polanski. De l'individu Polanski. Quel auteur aimeriez-vous citer? Je ne sais pas quel auteur. Vous avez cité Philippe Roth, mais sur la civilisation américaine. Par exemple, La Tâche est un livre à lire de manière urgente aujourd'hui, ainsi que son Exit le fantôme qui vient de sortir. Mais je pourrais citer aussi plus calmement Washington Square d'Henry James ou Le Dîner de Babette de Karen Blixen. Très bien, des livres qu'on retrouve donc dans votre ouvrage Un cœur intelligent chez Stock Flammarion. Merci beaucoup. Dans un instant, Leader, Baudouin Pro, le président de BNP Paribas, sera l'invité de Gérard Bonos. Et puis à 19h, on va parler de l'avenir du Parti socialiste avec notre invité Pierre Moscovici dans l'émission Face à nous. À tout à l'heure.